Capsule numéro 3, maintenir son dossier actif, exigences et dates importantes. Ici Fabienne Coudary, conseillère à la réussite étudiante. Je vous invite, comme à mon habitude, à consulter également le guide du succès étudiant où vous retrouverez les détails de cette capsule et bien d'autres en plus. Souvent, je me fais poser la question, est-ce que je suis obligée de m'inscrire à mon premier trimestre? Est-ce que je suis obligée de prendre des cours à mon premier trimestre? Est-ce que je suis obligée de prendre des cours à tous les trimestres? Quand je suis à la faculté de l'éducation permanente, est-ce que je suis obligée de maintenir un régime d'études à temps partiel, à temps plein? Peu importe. Alors, je vais vous expliquer certaines exigences pour que vous puissiez comprendre dans quelles circonstances un dossier va devenir inactif et que si votre intention c'est de le garder actif, de respecter ces exigences-là. Alors tout d'abord, il faut comprendre que chaque programme, les certificats comme les microprogrammes, ont, selon l'article 6.10, un délai maximal de scolarité. Alors pour un certificat, l'étudiant a 4 ans pour le compléter à partir du premier trimestre. Et c'est 2 ans pour un microprogramme. C'est ce qui est exigé. Maintenant, si pendant un programme, l'étudiant a une raison qui est recevable pour que ce 4 ans ou ce 2 ans soit mis en suspens, c'est ce qu'on appelle une interruption d'études qui va être enregistrée dans votre dossier pour mettre en suspens ce compteur-là pour permettre à l'étudiant de garder du temps pour pouvoir finir une fois que son interruption sera terminée. Généralement, l'interruption, elle est de 3 trimestres, pas plus. Et ça doit être reconnu dans votre dossier par votre responsable de programme. Il y a plusieurs conditions recevables, le congé parental, le congé de maladie, et il y a peut-être d'autres conditions qui peuvent être recevables. Et ça, l'étudiant doit demander à son responsable de programme, doit soumettre cette demande d'interruption. Elle ne se fera pas par la suite, là, c'est-à-dire que vous venez pas un jour en disant « Écoutez, j'ai dû arrêter pendant 1 an mes études parce que, pour telle raison, accordez-moi une année de plus. » Il faut, dès que vous savez que vous ne serez plus en mesure de prendre des cours pour une raison recevable, vous en faites la demande par écrit à votre responsable et si c'est accepté, il n'y aura pas de problème. Mais ne le faites pas après, faites-le avant parce que rétroactivement, ce n'est pas évident que ce soit accepté, que ce soit recevable. Le régime d'études à la faculté de l'éducation permanente, il peut être fait à temps plein ou à temps partiel. Temps partiel, c'est 9 crédits et moins. Temps plein, c'est 12 crédits et plus. Temps complet. Que vous ayez fait une demande d'admission sous un régime ou un autre, que vous le changiez en cours de route, vous n'avez aucune démarche à faire autre que celle de vous inscrire si vous décidez d'avoir plus ou moins d'inscription de cours à un trimestre, ça vous regarde. Okay? Mais vous respectez le délai de scolarité. La date, il y a des dates de modification de choix de cours et d'annulation sans frais à chaque trimestre. Et chaque cours indique dans votre centre étudiant, selon le format du cours, la date limite d'abandon, d'annulation sans frais. Généralement, c'est après 6 heures de cours. Il ne faut pas dépasser cette période, sinon vous allez devoir payer le cours, même si vous décidez de l'abandonner par la suite. Okay? Alors, une annulation, ça le dit, ça annule votre inscription, ça l'efface. Un abandon, c'est beaucoup plus tard dans le trimestre, où il y a une date limite que vous devez connaître, parce que si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas poursuivre, vous préférez ne pas poursuivre pour avoir une note pour ce cours-là, dans votre relevé de notes, ben, il va falloir faire la demande d'abandon. Et là, il y a des frais. Je reviens sur la notion d'annulation, parce qu'au premier trimestre, c'est là où il faut faire attention là, pour maintenir votre dossier actif au premier trimestre. Au premier trimestre, il faut qu'il y ait une trace dans votre centre étudiant. Si vous avez annulé tous vos cours, pas de trace. Donc, le système va considérer que vous avez suivi aucun cours
et que et il rend le dossier inactif, ce qui fait que vous aurez à faire une nouvelle demande d'admission si vous voulez reprendre des inscriptions dans ce programme-là. Donc, le premier trimestre, obligation d'une inscription. Si vous abandonnez tous vos cours, ça c'est avec des frais, il y a une trace, ça laisse ABA dans votre centre étudiant. Et l'ABA, comme vous le savez avec la capsule précédente, il n'y a pas ça ne joue pas sur la moyenne cumulative. Donc, il faut retenir qu'au premier trimestre, ça prend une inscription qui est maintenue, une trace qui est maintenue. Sans quoi le dossier est refermé, il faut refaire une demande d'admission. Ça, c'est très important. Par la suite, pendant que vous êtes dans un certificat, après le premier trimestre, vous pouvez rester 3 trimestres consécutifs, je dis bien consécutifs, sans inscription dans le programme et votre dossier reste actif. Mais dépasser ce 3 trimestres consécutifs, au 4e trimestre, s'il n'y a pas d'inscription avant la date de modification de cours, le dossier va se refermer, vous devez refaire une demande d'admission. Alors, soyez prévoyants, attendez pas la dernière minute, le dernier jour où vous pouvez vous inscrire à un cours au 4e trimestre consécutif pour pas qu'il y ait un balayage. Donc ça, c'est durant le trimestre. On peut arrêter 2 fois 3 trimestres consécutifs, mais pas 6 trimestres consécutifs, et cheminer encore dans un dossier actif. Qu'est-ce qui peut aussi rendre un dossier inactif? C'est si on est mis en exclusion dans un programme, ça referme le dossier, vous ne pouvez plus vous inscrire dans ce certificat-là ou ce programme-là. Alors, je vous invite à écouter la capsule sur la progression dans les programmes, moyenne cumulative, là, et puis vous voir que une mise en exclusion, vous ne pouvez plus vous inscrire dans ce programme-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, j'avais une petite remarque à faire. Vous savez, quand je vous ai dit qu'au premier trimestre d'admission, il y a obligation d'inscription, pas de problème. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas être admis à 2 programmes au même trimestre. On peut être admis qu'à un seul programme à la fois. Ce qui fait qu'un étudiant, pendant qu'il chemine après son premier trimestre, après ce premier trimestre, il peut faire une demande d'admission tout de suite après pour un autre programme. Mais pour cet autre programme, il faudra qu'au premier trimestre, il y ait une trace pour pas que le dossier soit refermé. On peut jouer avec plus d'un programme, cheminer dans plus d'un programme. Évidemment, ce n'est pas un bac spécialisé avec 90 crédits, mais avec 2 certificats, il n'y a pas de problème. Parfois même 3 dans certains cas. On peut les juxtaposer pour pouvoir aussi faire une sélection de cours, mais il faut quand même respecter la scolarité de chacun de ces programmes-là, la durée, etc. Donc, si vous êtes admis, en même temps que vous êtes en train de cheminer dans un certificat, vous êtes admis dans un nouveau programme, c'est dans ce nouveau programme qu'il faut faire une inscription absolument, même si vous suivez des cours pendant le trimestre à votre programme initial, il faut maintenir. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est au premier trimestre, ce qu'on veut au premier trimestre, c'est garder une inscription pour maintenir le dossier actif. Pendant le cheminement dans le programme, on veut 2 choses. De ne pas dépasser 3 trimestres consécutifs sans inscription dans ce programme et aussi de maintenir une progression dans le programme qui ne vous place pas en mise en exclusion. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, ça pourrait se résumer, toute cette présentation-là, à cela. Mais je veux apporter d'autres éléments qui pourraient nourrir votre réflexion puis vous aider dans votre cheminement. Il y a dans le document que je vais vous laisser, dans le guide de succès étudiant, un lien avec les dates importantes à la faculté de l'éducation permanente. Et sur cette page-là, on vous donne l'horaire du comptoir des archives ou quand est-ce qu'on peut consulter les archives lorsqu'on veut aller consulter ces examens ou ces travaux. Il y a des dates précises pour ça. Et il y a aussi des dates précises pour faire une demande de révision de notes.
Dans une autre capsule qui traite sur justement les révisions de notes, etc., ça va être développé. Mais pour le moment, je veux juste vous indiquer, puisqu'on parle de dates importantes, d'aller voir ça sur le site de la Faculté de l'éducation permanente. Je voulais aussi vous sensibiliser sur le site du bureau du registraire de l'Université de Montréal. En fait, le bureau du registraire, c'est un incontournable. L'étudiant doit savoir ce que c'est. Pas juste se dire, je suis dans une faculté, puis en dehors de ça, je n'ai pas besoin de me familiariser avec le site, d'autres sites de l'Université de Montréal. Le bureau du registraire est en fait au cœur de l'administration des opérations à l'Université de Montréal, autant en lien avec le soutien à l'apprentissage et des services. C'est aussi le bureau du registraire qui assume la planification et la gestion des opérations pour tout ce qui est inscription, diplomation et je ne sais quoi encore. Ah, les documents officiels, les attestations d'études, les diplômes, tout ce qui est documents officiels. C'est en fait la job du bureau du registraire de s'assurer de conserver tous ces documents-là et de les avoir à jour et qui peut en rendre, les rendre valides parce qu'ils sont officiels lorsqu'ils sont émis. Alors, je vous invite à aller voir, que c'est sûr que dans le premier onglet du bureau du registraire, il y a dates importantes. Il y a aussi un autre onglet sur les droits de scolarité, les dates sur les relevés de notes, l'émission des relevés de notes et des diplômes, etc., etc. Prenez le temps, familiarisez-vous. Je fais juste une parenthèse, parce que dans un des onglets, dans une des rubriques, il y a ce qu'on appelle les ententes interuniversitaires. C'est des ententes d'inscription de cours lorsqu'on est déjà dans un programme et qu'on a besoin ou qu'on doive prendre un cours dans une autre université, exemple HEC Montréal, qui appartient à ce programme ou pas. En tout cas, vous allez consulter ça, ça vous familiarisera avec ce que vous devriez savoir pour pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre dans vos choix de cours si c'est nécessaire. Alors, je crois avoir couvert tous les points importants de ce document-là, de ce point-là. Si vous avez des questions, évidemment, ne vous gênez pas. Contactez-moi, contactez l'équipe, contactez la FEP ou écrivez un courriel et puis on sera ravis de pouvoir vous répondre. Alors, prochaine consultation, prochaine capsule, au plaisir.